Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le deuxième book club de la Hard Leadership University. Je suis très bien entourée aujourd'hui. Je vous présenterai nos invités dans quelques minutes. Et nous sommes sur une péniche avec un très beau soleil qui nous réjouit. Et dans une configuration un peu particulière, vous allez nous voir vous regarder dans l'écran et en même temps, nous sommes ensemble à distance, évidemment, sécuritaire, pour respecter les conditions sanitaires. Alors, je représente, c'est important, la Hard Leadership University. C'est une université qui a pour objectif de révolutionner l'éducation des dirigeants, pour les aider à diriger, innover, décider avec le cœur, pour préserver nos humanités. Il y a 3 choses que vous faites, 3 modes d'action. Le premier, c'est du cœur aux actes. C'est un parcours de transformation pour les dirigeants, à la fois pour renforcer leurs compétences en matière d'intelligence du cœur, mais aussi pour renforcer des aptitudes sur des sujets essentiels dont on parlera beaucoup aujourd'hui, l'écologie, la gouvernance, la triple comptabilité et d'autres thèmes encore. L'Institut de recherche sur les relations, c'est le deuxième mode d'action, donc c'est de la recherche-action pour asseoir finalement la compréhension des imaginaires du leadership actuel. Et enfin, des contenus accessibles comme Regard Croisé, ce que l'on fait aujourd'hui, accessible à toutes et tous, sous la forme de conférences, sous la forme de livres, etc. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Alors on démarre tout de suite avec nos 2 invités. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui et vous aussi qui êtes avec nous, merci d'être présents. Petite guideline, donc pour les questions, vous pourrez en poser tout au long de notre conversation. On aura un moment de pause à mi-parcours et à la fin, dans le chat, toutes vos questions que l'on prendra. Donc je suis entourée d'Hélène Le Thénault. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Hélène est ingénieure, vous êtes directrice de la Jean-Noël Torel Fondation, vous êtes également auteure, consultante, vous soutenez toutes sortes d'initiatives, mais en particulier sur le développement du potentiel humain avec Rêve de vie, nous en parlerez peut-être, d'éducation évidemment la Hard Leadership University et sur la compréhension du vivant. Hélène, vous êtes aux côtés de Fabrice Bonifay, qui est le directeur du développement durable et de la QSE Qualité, Sécurité, Environnement du groupe Bouygues. Vous êtes également, Fabrice, président du Collège des directeurs du développement durable, le fameux C3D. Vous nous en parlerez également. Vous êtes administrateur de The Shift Project et cofondateur, entre autres, du blog sur l'entreprise contributive. Je présente d'ailleurs vos 2 ouvrages, donc celui de Fabrice et de Céline Puf Ardishvili, l'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, ça va beaucoup nous occuper aujourd'hui. Et le 2e livre, qui est celui d'Hélène Le Thénault, L'écologie, un modèle de société. Alors, on est parti pour ce voyage. La première question, donc, et qui est aussi une question que traite la Hard Leadership University, finalement, c'est le rôle de l'entreprise face aux transitions qui sont nombreuses, écologiques, économiques, sociales, politiques du XXIe siècle. Question un peu large pour démarrer. Face à toutes ces transitions, quel rôle pour vous peut jouer l'entreprise? On commence peut-être avec Hélène. Merci beaucoup Céline. Donc, avant de répondre à ta question sur quel rôle de l'entreprise, je voulais peut-être redonner un mot, la définition d'un mot, la définition de l'écologie, qui a été définie notamment en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel comme la science des conditions d'existence. Et c'est une définition que je trouve très bonne parce que ça nous permet de comprendre si oui ou non les activités humaines, et notamment les activités économiques, permettent de préserver les conditions d'existence, de préserver la bonne santé de notre maison commune pour un avenir possible pour les humains aujourd'hui et demain. Donc je voulais d'abord dire ça, qui est de dire quelle est la relation entre l'activité économique et l'entreprise et notre maison commune. Et je vais donc répondre à ta question maintenant, quel est le rôle de l'entreprise là-dedans? L'entreprise, depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, l'essor de technologies, l'usage des énergies fossiles notamment, mais pas seulement, s'est développé à pleine vitesse. Et cette économie moderne, elle est avant tout synonyme finalement de capitalisme extractif en ressources naturelles. Capitalisme extractif à une vitesse qui n'est pas compatible avec les ressources naturelles renouvelables dont nous disposons, notamment au regard aussi de la démographie. C'est-à-dire la démographie multipliée par le mode de vie, c'est un peu une impasse. Donc c'est difficile de dire comme ça au début, l'entreprise spontanément est en équilibre avec le vivant ou la planète. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. Je pense qu'il faut oser appeler un chat, et ce chat, c'est le capitalisme extractif, auquel je rajouterais qu'aujourd'hui, on est plongé dans un double défi, les enjeux écologiques et notre maison commune et l'état de notre maison commune, et le capitalisme extractif en data et en données, qui semble être un des axes majeurs du développement de notre économie contemporaine et qui n'est pas forcément tellement plus durable ou tellement plus capable de prendre soin de notre humanité dans le temps long. Voilà, je vais m'arrêter sur ça, sur comment peut-on préserver et prendre soin de notre humanité au XXIe siècle, à la fois dans la qualité des relations entre les personnes et par la nature même des activités qu'on réalise. Merci Hélène. Fabrice, comment vous réagissez à cette introduction par Hélène? L'entreprise doit réfléchir à son pour qui.
Donc le pour qui, c'est définitivement pas simplement les actionnaires et les clients, et même les collaborateurs. Si l'entreprise n'intègre pas dans sa raison d'être la préservation des communs, ben, il n'y aura pas de futur pour l'entreprise. Parce que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des ressources. Et pendant très très longtemps, on a considéré que la mère nature était tellement généreuse que ce n'était pas utile de compter et de rendre compte de la déplétion du capital naturel dans le business. Sauf que bon, on arrive à un moment où ces limites planétaires sont dépassées. Et on voit bien que si on continue à ce rythme-là, ben, il n'y aura pas de business à terme, compte tenu qu'on n'aura plus suffisamment de ressources pour pouvoir pérenniser nos modèles de production. Donc tout l'enjeu pour l'entreprise d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain qui doit commencer le plus tôt possible, ça va de se resynchroniser à ce que disait Hélène, donc se resynchroniser au vivant, se resynchroniser au fonctionnement des écosystèmes, tout en continuant de créer de la valeur pour les parties prenantes, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire, on peut créer de la valeur aujourd'hui sans détruire les communs. Mais ça nécessite de tout refonder, à commencer par le modèle d'affaires des entreprises, parce que dis-moi comment tu crées la valeur, et je te dirai qui tu es. Donc le travail qui doit se faire, qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est de changer ces modèles d'affaires. Et changer ces modèles d'affaires, c'est changer en fait la raison d'être de l'entreprise, changer la gouvernance, changer le système de production, changer le système de commercialisation et le système comptable, bien sûr. Donc c'est au fond une assez grande révolution que vous décrivez. Et du coup, ces urgences que vous avez soulignées, il y a quand même des indicateurs, des informations. On n'est pas aveugle devant cette déferlante qui est déjà en route. Pourquoi est-ce que c'est si lent à devenir, puisqu'on sait que bon nombre d'entreprises sont encore à la traîne dans ce mouvement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les freins, on va pouvoir parler longtemps. Alors, le principal frein, c'est l'ignorance de la gravité de la situation. Donc ça, c'est vraiment le frein principal. C'est que les gens savent qu'il y a un problème parce qu'on entend parler, mais ils n'ont pas suffisamment de connaissances, connaissances scientifiques. Et il y a aussi un problème d'ordre de grandeur. C'est qu'en fait, les gens confondent 1 et 1000, et c'est difficile pour eux d'apprécier le caractère critique dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc d'ailleurs, quand les dirigeants découvrent ça, ils sont abasourdis en fait. Parce que bon, seulement un petit chiffre, parce que c'est bien de donner des chiffres, le GIEC, qui a 12 500 quand même scientifiques, nous disent voilà, il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100 pour rester sous les fameux 1,5 degré. Alors gigatonnes, c'est 1000 milliards de tonnes de CO2, c'est pas très conceptuel, mais quand on sait qu'au rythme actuel, on aura mangé ce budget des 400 gigatonnes dans moins de 10 ans, ça veut dire qu'avant 2030, on aura mangé le budget de ce qu'on aurait dû avoir, enfin tenir pour 2100. Et donc ça veut dire qu'à partir de 2030, chaque gramme de CO2 supplémentaire émis dans l'atmosphère, ça nous emmènera au-delà des 1,5 degré, avec toutes les conséquences des dérèglements climatiques associés. C'est juste flippant d'entendre ça. Donc le premier frein, c'est l'ignorance. Le deuxième frein, c'est qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, les modèles d'affaires contributifs. Tout ce qui a trait en fait à la permacircularité, l'économie circulaire de la fonctionnalité et pas simplement du recyclage, parce que ça c'est un faux ami des nouveaux modèles d'affaires qui vont devoir s'imposer. Et donc quand vous ne savez pas qu'on peut faire autrement, ben vous ne faites pas autrement. Vu qu'on a appris dans les écoles de commerce un monde linéaire, croissance infinie dans un monde fini en ressources, qui n'est pas soutenable, on le sait depuis 50 ans, mais on a été sous une addiction profonde d'une énergie magique qui s'appelle le gaz, le pétrole et le charbon, et on s'est dit qu'on avait le temps. Voilà, on avait le temps, c'est un peu comme les gens qui ne font pas attention à leur santé, et puis qui commencent à faire attention quand ils sont déjà tombés malades. Mais souvent, c'est déjà trop tard. Et donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Puis le troisième frein, parce qu'il y a un troisième frein, c'est notre système financier mondial, qui est très cupide, très avide en fait, de rentabilité sur les investissements et sur rentabilité sur le capital, plus exactement. Et on a l'illusion qu'on va pouvoir continuer de faire des profits qui sont juste impossibles à tenir d'un point de vue biophysique. Donc il faut revenir à des profits, accepter des profits raisonnables pour avoir de la pérennité. Et ça, c'est toute une culture aussi financière qu'il faut pouvoir réinculquer à tous les conseils d'administration de la planète. Donc quand vous faites le cumul ignorance, manque de savoir-faire et nouvelle culture financière, ça fait quand même des sacrés freins qui empêchent en fait une transition rapide. Alors pourquoi rapide? Parce que ce n'est pas à nous de choisir la vitesse de la transition, c'est les écosystèmes qui nous imposent cette vitesse, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps aujourd'hui pour réagir. Donc c'est vraiment
une course contre la montre qui est engagée aujourd'hui. Merci de rappeler aussi précisément les choses. Ça me fait penser au livre de Stiglitz, d'ailleurs, Le triomphe de la cupidité sur le 3e point. Hélène, comment vous réagissez sur les freins et le rôle de l'éducation aussi, qui est un de vos sujets d'activité? C'est un de nos sujets majeurs et où on se rejoint, c'est qu'il y a certes de l'ignorance, il y a aussi de la facilité assez souvent, qui est de continuer à faire ce qu'on faisait déjà avant puisque ça a l'air de marcher. Et ça, c'est un des freins majeurs qui est changer, tout simplement. Changer, c'est difficile, ça mobilise beaucoup de ressources psychiques. Et ça n'est pas que changer une décision, c'est parfois changer aussi les structures et la gouvernance. Donc sur les freins, je vais répondre à 2 niveaux. Il nous semble en tout cas, à la fois dans les personnes qui travaillent sur cette question de l'entreprise contributive ou utile au monde dans les limites planétaires et au sein de Heart Leadership University, qu'il est bon de travailler à 2 échelles au moins, les personnes et les structures. Je vais commencer par les structures. Tout dirigeant d'entreprise ou tout manager dans une entreprise ou tout collaborateur appartient à une organisation dont les règles de gouvernance entraînent tel ou tel type de décision. Fabrice l'a dit un petit peu sur l'injonction de rentabilité ou de profit à court terme qui est très commune dans le capitalisme le plus classique et dans le capitalisme coté en bourse notamment. Mais la plupart des entreprises et des sociétés de capitaux sont de toute façon structurées pour être ce qu'on appelle des business for profit et pas des business for purpose, c'est-à-dire qui mettraient une mission ou un objectif en premier et l'équilibre économique et la profitabilité comme un moyen d'arriver à cet objectif. Donc ce renversement des polarités d'abord d'objectifs, puis des formes de gouvernance qui permettent d'y arriver un peu, me paraît essentiel. Donc dans les gouvernances for purpose, d'ailleurs que j'expose dans mon livre, au service de la transition écologique ou en tout cas d'un modèle un peu plus durable, on en trouve plusieurs types. On trouve ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes, en anglais le stakeholder capitalism, qui est un autre équilibre des différentes forces et contre-pouvoirs dans l'entreprise, avec de l'actionnariat salarié, des fondations actionnaires, des fonds à impact qui vont venir finalement compléter et équilibrer le type de gouvernance classique où on a une famille d'actionnariat dominant. Bon. Donc les modèles de gouvernance qui sont de l'ordre du stakeholder capitalisme ou de ce qu'on appelle aussi le steward ownership, qui est la détention de l'entreprise au service d'une mission et d'un cap commun, me paraissent essentiels. Alors pour les plus curieux, j'invite à lire les travaux de Purpose Foundation en Allemagne sur le steward ownership. On n'a pas forcément le temps de les détailler, mais il y a un lien extrêmement fort entre le modèle de gouvernance, de structure de détention capitalistique, de droit de vote, de partage du pouvoir, de partage de la rente, et la possibilité ou non de faire une transition rapide et efficace. Et le deuxième levier ou le deuxième frein, au niveau des personnes, est probablement, selon moi, plus significatif, parce que les structures et les outils, on peut les trouver. Les personnes, qu'est-ce qui les anime dans leurs décisions? Est-ce que c'est la facilité? Est-ce que c'est le conformisme? Est-ce que c'est l'habitude? Ou est-ce que par une éducation différente à ces sujets, on peut provoquer le changement? C'est ça qui nous importe. C'est-à-dire que, en réalité, pour avoir dans les tripes la question de la transition écologique, je pense qu'il faut mobiliser 3 aptitudes qu'on appelle, nous, les aptitudes du cœur. L'empathie, l'intuition et le courage. L'empathie, ça pose la question du rayon d'empathie de chacun. Quand je prends une décision stratégique dans une entreprise, est-ce que mon rayon d'empathie, c'est moi-même et mes proches, ma famille, moi-même et mes collaborateurs, moi-même mes clients, ou également les fournisseurs, les générations futures? La taille du rayon d'empathie des gens est en général limitée à quelques dizaines de personnes au mieux. Bon, donc sans un effort conscient qui est de dire cette empathie, cette capacité humaine à avoir de l'empathie pour des personnes qui sont plus loin ou qui vont arriver demain, on prend des décisions de court terme. Voilà. La deuxième aptitude du cœur et qui n'est pas assez mobilisée, c'est l'intuition. Parce qu'on nous dit en permanence que les décisions des entreprises sont des décisions rationnelles. Mais en fait, non, ce sont des décisions prises par habitude. La rationalité et l'intuition permettent aussi de dire que les dangers que tu citais, Fabrice, sont pour demain et pas pour après-demain, et que donc les risques majeurs pour l'économie sont bien là. Cette intuition profonde, beaucoup de dirigeants peuvent l'avoir s'ils savent écouter leur intuition. Et enfin, le troisième frein, c'est est-ce qu'on est courageux? C'est-à-dire, chacun de nous peut être courageux, mais est-ce qu'on a le courage et les tripes de passer aux actions quand on est dans une entreprise? Et cette question du courage individuel, là encore, pour moi, se pose particulièrement face aux défis du XXIe siècle. Alors c'est passionnant. Fabrice, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est l'entreprise contributive et dans quel sens ces dirigeants font peut-être preuve des 3 qualités qu'évoquait Hélène? Alors c'est sûr que le problème est le management. C'est que si le management n'a pas compris, il ne va pas se passer grand-chose derrière, hélas. Même si les collaborateurs commencent à être demandeurs et conscients de la nécessité de changer vite.
un escalier, ça se balaye par le haut. Et si le conseil d'administration et le comité exécutif veulent continuer un modèle linéaire de création de valeur, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment important de commencer par essayer de sensibiliser et à défaut de troubler les certitudes, parce qu'il y a 3 mots qui mènent au dépôt de bilan, frontière, méfiance et certitude, mais ce qui tue le plus, c'est la certitude en réalité. Certitude parce que c'est vrai que le mode de fonctionnement du capitalisme tel qu'on l'a connu depuis ces dernières décennies a très bien fonctionné pour un vecteur qui est la création de valeur économique, mais au détriment de la maintenabilité du capital humain et puis aussi surtout du capital naturel. Et ça, le fait que le capital naturel ait complètement été oublié parce que tout ce qu'offre la nature pour faire le business, c'est gratuit dans la nature, donc il n'y a pas de redevabilité, on ne rend pas compte en fait. Et ça qui est complètement dingue. On fait du business avec des ressources gratuites qui ont été produites depuis des millions d'années et on fait du business avec ça, sans se poser la question de savoir comment je devrais, si j'étais conscient des enjeux de long terme, comment je devrais, si j'étais une entreprise responsable, réparer, restaurer, renouveler, protéger ce capital naturel, parce qu'on est sur une planète qui a priori ronde, et donc avec des ressources finies. Donc pour répondre à votre question, ce qu'on a imaginé avec Céline, on s'est dit, il est important quand même d'aller voir les entreprises qui sont les plus en avance dans cette prise de conscience, parce que heureusement il y en a quelques-unes, très peu. Voilà, nous on en a cité une quarantaine dans le bouquin, et en fait elles ne se connaissent pas forcément ces entreprises, mais par contre c'est assez amusant de constater qu'il y a un plus petit commun dénominateur. La première chose, et ça c'est vraiment la révolution, c'est que ces entreprises considèrent que ce qui a raison, ce n'est pas le marché, ce sont les faits scientifiques. Donc, elles alignent leur stratégie sur les faits scientifiques. Les faits scientifiques disent qu'il faut arrêter d'émettre du CO2. Donc, forcément, l'entreprise, dans son modèle économique, recherche d'entrée de jeu la neutralité carbone. Ce n'est pas négociable, vu que les faits scientifiques le disent. L'entreprise utilise des matières premières, très bien. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon modèle d'affaires pour, si j'utilise telle quantité de matières premières, renouvelables ou non renouvelables, si ce n'est pas renouvelable, qu'est-ce que je fais pour récupérer ça en économie circulaire, et si c'est renouvelable, qu'est-ce que je dois replanter, qu'est-ce que je dois mettre dans mon business plan pour être sûr que quand j'aurai de nouveau besoin de ces matières premières, elle existera, ne serait-ce que ça. Donc l'acceptation des faits scientifiques comme donnée d'entrée de la stratégie, c'est une première caractéristique de l'entreprise contributive. La deuxième, c'est de dire, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? C'est ma singularité. Mais en même temps, je pose une autre question, c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ? Et là, ça pose la question des externalités négatives. Donc pendant très très longtemps, les entreprises ont considéré que dès lors qu'elles créent de la valeur économique pour les actionnaires, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on a le droit de polluer un petit peu, c'est pas trop grave, je crée des emplois, je paye des impôts, donc voilà. Mais on ne peut plus accepter aujourd'hui, vu qu'on atteint les limites planétaires, de continuer de créer de la valeur sans protéger le vivant et sans protéger les écosystèmes. Donc, la raison d'être, c'est je crée la valeur économique, mais pas au détriment du vivant et des écosystèmes. Et donc, dans la loi PACTE, d'ailleurs, on le dit explicitement, on crée la valeur économique en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Et le considérer, ça veut dire en tenir compte pour ne pas les abîmer. Puis après, on arrive au troisième pilier, c'est comment je crée la valeur. Donc, c'est forcément un modèle qui est un modèle circulaire, mais pas un modèle circulaire au sens où je veux les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres. Ça, c'est pas bon. Je pourrais expliquer pourquoi c'est pas bon. On est sur forcément un modèle d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est que les produits les produits qu'on va fabriquer demain, qu'on va continuer de fabriquer, le but, c'est qu'ils durent le plus longtemps possible. Et pour qu'ils durent le plus longtemps possible, il ne faut pas facturer le produit et vendre le produit à son client, il faut facturer l'usage. Alors vous allez dire pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que si les produits sont plus utilisés par un plus grand nombre d'utilisateurs, on va fabriquer moins de produits. Et l'essentiel de l'énergie grise et des matières premières aujourd'hui sont concentrés dans les produits. Et si on veut moins de déchets, si on veut moins de pression sur les écosystèmes, si on veut moins d'extraction, il faut fabriquer moins de produits, mais il faut que les produits puissent être utilisés plus largement vers plus d'utilisateurs potentiels. Ça, c'est donc ce qu'on explique dans le bouquin, comment les entreprises best in class dans ce domaine vendent l'usage de leurs produits, mais restent propriétaires des produits. Puis après, il reste encore deux grands piliers. C'est, mais comment je mobilise mes collaborateurs pour réinventer en permanence, parce qu'en fait, on doit redonner du sens au progrès et dire aux collaborateurs que ce n'est pas parce qu'on va être dans une logique de sobriété, dans une logique d'usage, qu'il est interdit d'innover. On n'est pas au retour à ce que vous on entend les Khmer verts, les Amish ou ce que vous voulez. Non, on est tous contents, comme dit Philippe Bewix, d'aller chez un dentiste avec les techniques d'aujourd'hui ou de passer des scanners. Je pense qu'il ne faut pas freiner non plus l'innovation, mais il faut faire preuve de ce qu'on appelle de techno-discernement.
Donc c'est la juste technologie pour un juste usage. Et ça nécessite d'avoir un système de management basé sur la confiance qu'on a dans les collaborateurs, à expérimenter, mais en prenant toujours compte les valeurs limites qui sont les limites planétaires et puis la satisfaction du client. Et à la fin des fins, c'est comment on compte la valeur. Et comment on compte la valeur, c'est la fameuse comptabilité multicapital qui va, on espère, s'imposer dans toutes les entreprises du monde, où, in fine, l'entreprise devra rendre des comptes à ses parties prenantes sur la base, donc, de, bien sûr, est-ce que je gagne de l'argent, est-ce que j'en gagne pas, est-ce que j'ai abîmé ou pas le capital naturel et comment je l'ai restauré, comment je le protège, comment je l'améliore, même si possible. Et puis bien sûr le capital humain qui est essentiel, est-ce que mes collaborateurs restent en bonne santé, est-ce que les clients de mes clients restent en bonne santé, etc. Et donc c'est tous les indicateurs et tous les objectifs extra-financiers que les entreprises doivent se fixer et les conséquences monétaires, c'est-à-dire pour faire tout ça il faut investir, il faut développer des nouveaux modèles et donc c'est une nouvelle comptabilité qu'il faut pouvoir mettre en place. Quand on aligne toutes ces planètes-là, on devient une entreprise contributive. Passionnant. Alors, Hélène, déjà, comment vous réagissez? Comment on aligne toutes ces planètes? Parce qu'on a une belle galaxie, là, et des exemples aussi d'entreprises qui ont mis en œuvre, grâce à leurs dirigeants notamment, ce modèle. Oui, alors aligner toutes les planètes en même temps, c'est effectivement le défi, c'est faire bouger une organisation, surtout quand elle est grosse. Plus c'est gros, plus c'est compliqué, pour essayer d'aligner et les strates de gouvernance, et l'innovation, et les produits, y compris, par exemple, la rémunération variable des forces commerciales pour vendre de préférence des produits plus écologiques que d'habitude. Donc s'il y a des signaux dissonants dans l'organisation, ça ne marche pas bien. Donc il y a un vrai travail de chef d'orchestre pour pouvoir conduire cette transition. Il y a aussi un vrai travail d'alignement, c'est un petit peu ça que je vais commenter, alignement entre la strate de gouvernance, la direction générale, le management et bien entendu tous les collaborateurs. Donc un alignement autour d'un projet d'entreprise, bien sûr, mais au-delà du projet d'entreprise, pour moi, la cause racine, c'est un alignement autour d'un système de valeurs où la question du prendre soin est essentielle. Parce que sinon, on va passer beaucoup de temps à discuter de tel ou tel choix, telle ou telle décision, là encore sur des critères supposément rationnels. Et en fait, on ne se sera peut-être pas posé la seule bonne question qui est est-ce qu'on est en train de prendre soin du vivant ? Pour éclairer ces questions, et je rejoins totalement Fabrice sur l'importance de la comptabilité en triple capital, la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai soutenu les travaux, par exemple, de la chaire Audencia Performance Globale sur cette comptabilité en triple capital, la comptabilité est et reste le langage de l'entreprise et de ses financeurs. Donc si ce langage de l'entreprise dit A alors qu'on veut faire B, ça ne marche pas. Si le langage de l'entreprise dit la Terre est plate alors que la Terre est ronde, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, des personnes comme Fabrice, qui depuis des décennies se battent pour faire verdir son entreprise et les autres, si quand même, on se heurte sur le fait que le langage ne compte pas ce qui compte. C'est-à-dire que le langage dit le contraire de ce qu'on fait. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans un mauvais régime de vérité. Les faits et chiffres ne nous donnent pas raison en permanence. C'est quand même fatigant. Et par ailleurs, c'est pire encore, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit la Terre est ronde alors que l'ensemble de la place financière dit la Terre est plate, il est perçu comme un hérétique. Et le sort des hérétiques n'a jamais été brillant au fil de l'histoire. Donc, ce déplacement des référentiels comptables, ce n'est pas juste le déplacement d'un outil, c'est un changement de langage pour pouvoir compter enfin ce qui compte et prendre soin correctement de notre maison commune. Donc la faillite de l'Occident, et d'ailleurs je l'ai écrit dans mon bouquin, il y a un historien qui s'appelle Toynbee qui a dit « Les sociétés ne meurent pas par assassinat, elles meurent par suicide ». C'est précisément ce que je pense. C'est à force d'accepter d'utiliser un langage qui ne dit pas ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis en tant qu'entreprise ou en tant qu'humanité. Voilà, donc sur la comptabilité, c'est ça que je voulais dire en réaction, c'est que ça fait partie des leviers clés. Ça n'est pas le plus facile à faire rentrer dans les dynamiques d'entreprise, loin de là. Les professions financières de l'entreprise commencent à y voir un intérêt. Par contre, la strate de gouvernance, en général, l'actionnariat et les fonds d'investissement sont beaucoup plus timides, voire hostiles, à ce type d'approche. Alors on peut espérer que ça deviendra lumineux, que ce sont des approches et des outils incontournables, si et seulement si il y a un vrai travail en profondeur, et je reviens à ça, d'alignement sur un système de valeurs, qui est un système de valeurs humaniste, progressiste, empathique, qui ne soit pas un système fondé sur le capitalisme de destruction. Or, on a glorifié pendant des années, et je vais arriver aux exemples, des héros, des rôles modèles de dirigeants et d'entreprises du capitalisme de destruction, en disant voilà des grandes entreprises mondiales à succès. Grandes, certainement. À succès, je ne suis pas sûre, tout dépend comment on évalue le succès. Donc, dans les petits exemples d'entreprises que tu cites dans ton livre d'ailleurs et que j'ai aussi cartographié à d'autres époques,
Il existe fort heureusement des entreprises dans un certain nombre de secteurs fondamentaux. L'alimentation, le logement, la mobilité, la santé et les soins qui peuvent démontrer qu'à leur échelle en tout cas, ils arrivent à mettre sur le marché un produit ou un service qui en tout cas est beaucoup plus compatible avec les limites planétaires. Alors, je vais en citer 2 ou 3 qui sont chers à mes yeux. Je vais citer d'abord Ulteria, qui est une entreprise que probablement personne ne connaît. Ulteria, qui est une entreprise de 300 salariés en Bourgogne, qui a une activité principale de scierie et de conception d'aménagement intérieur de magasins. Si je le dis dans un langage plus courant, il fabrique les étagères qu'on trouve chez Biocop. Bon, cette entreprise, au-delà de son cœur de métier, qui est d'utiliser un matériau, une ressource locale, du bois scié localement dans des conditions de travail correctes dans une usine éco-conçue, au-delà de comment ils font les choses, ont mis en place un modèle de gouvernance évolué dans lequel l'actionnariat de cette entreprise est composé d'actionnariats salariés, d'un fonds de dotation actionnaire qui reverse les dividendes sur le territoire et de 2 fonds à impact positif. Je trouve que c'est un cas d'école extrêmement inspirant qui combine et la gouvernance et le cœur de métier et l'organisation industrielle de manière assez convaincante pour un besoin, on va dire, qui se situe dans la chaîne alimentaire, qui est justifiable. Ce que je pourrais dire aussi sur Ulteria, c'est que la raison qui fait que les 2 associés actuels ont transformé l'entreprise pour en arriver là, au départ c'était juste une scierie tout à fait ordinaire, c'est qu'ils avaient 2 convictions chevillées au corps. La première, c'est que la transition agricole et alimentaire était un besoin vital pour l'humanité et sur notre territoire en France dans les 10, 20, 30 prochaines années. La deuxième, c'est que capitaliste n'est pas un gros mot et que tant qu'à injecter du capital dans des activités dans cette chaîne de valeur, il valait mieux l'injecter pour faire des étagères en bois ou pour faire des systèmes vrac que pour faire la énième grande surface dont l'ensemble des externalités négatives est colossal. Donc ils ont utilisé finalement ce qu'ils ont appris en école de commerce en le tordant complètement pour aller vers un modèle de gouvernance et de métier qui fait à peu près sens. Voilà. Après, ce que je peux partager aussi, c'est les efforts et les tentatives faits par les uns et les autres pour, dans le domaine par exemple de la santé et du soin, d'arriver parfois à concilier ce qui est peu conciliable. Je vais prendre l'exemple de Bioderma, qui est une des marques de l'entreprise Naos. Bioderma s'est fondé sur l'intuition qu'il y avait une place pour des gammes de produits qui sont entre cosmétiques et médicaments. Ni cosmétiques ni médicaments. Un prendre soin de la peau de qualité dermatologique. Aujourd'hui, ces activités-là du skincare, comme beaucoup d'autres, sont confrontées à énormément d'enjeux. Pénurie de matières premières ou d'entrants, tension sur les packaging, image de l'industrie de la cosmétique de manière plus générale, impact en amont ou en aval de la chaîne de valeur sur les milieux vivants, tout sujet qu'on ne peut pas ignorer. Bon. Comment fait-on pour faire pivoter un vaisseau, et Bouygues est un gros vaisseau aussi, comment fait-on pour faire pivoter des vaisseaux de plusieurs milliers de personnes dans un contexte donné ? Est-ce que le signal vient du marché ? Est-ce que, comme tu le citais, écouter les avis de la science est de bon ton ? Moi, je pense qu'écouter les avis de la science dure, les limites physiques et biologiques, mais aussi les sciences dites molles, sociologie, anthropologie, est essentiel et devrait même faire partie du bagage incontournable du dirigeant. Voilà. C'est pour ça que je citais Ulteria, qui, à mon sens, est dirigé par un dirigeant vraiment éclairé dans sa compréhension du monde, des enjeux et de la façon de les adresser, et qu'il y a un besoin, une nécessité, une urgence même de refondre complètement l'éducation des dirigeants. Oui. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant aussi, et je reviens à vous, Fabrice, avant peut-être de faire une pause et de prendre vos questions. Ce dirigeant courageux que Hélène qualifiait d'hérétique quand il est seul parmi d'autres à avoir une autre vérité, à porter une autre vérité, comment on fait, vous êtes aussi dans un grand groupe, comment est-ce qu'on fait pour porter cette vérité-là de manière efficace, c'est-à-dire en troublant, mais sans freiner ? Comment on fait ? Enfin, sans freiner, oui. Ça se freine tout seul. Hein. On n'a pas besoin de freiner. Comment on fait ? Vous savez, moi je pars du principe que la sincérité triomphe de tout. Et je raconte souvent, parce que les gens disent, mais tu prends la parole. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui racontent que la croissance verte, c'est faux. Il y a beaucoup de gens. Et moi, j'ai 3 façons de se faire sortir, en fait. Hein. Il y a continuer dans le déni. C'est don't look up. Hein. On ne veut pas voir arriver le problème. Et ça, quand tu as des dirigeants d'entreprise qui sont encore dans cette posture-là, j'appelle ça de la compétence. De l'incompétence. Oui, de l'incompétence. Alors moi, je dis aux dirigeants, est-ce que c'est bien dans un groupe de garder des gens incompétents ? Ensuite, il y a une deuxième catégorie de dirigeants qui savent
et la fameuse citation que Al Gore citait dans son documentaire Une vérité qui dérange, hein, c'est normal pour un cadre ou pour un dirigeant de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire ou son statut dépend qu'il ne comprenne pas cette chose. Donc il sait, mais il continue de faire semblant. Voilà, il continue de faire semblant, même si il sait que ce que l'entreprise fabrique, c'est complètement bullshit pour la planète et que ça ne va pas durer très longtemps. Bah ça s'appelle de la lâcheté. Est-ce qu'on a besoin dans les entreprises d'avoir des lâches? Donc la première catégorie, c'est des incompétents. Les deuxièmes, c'est des lâches. Puis après, il y a une troisième catégorie, c'est les lucides réalistes, qui disent, bon ben voilà, de toute façon, il va falloir qu'on change de paradigme de business. On n'a pas forcément toutes les solutions, mais on a des méthodes. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème technologique. D'ailleurs, c'est le film Don't Look Up. On avait tout. On avait tout. Aujourd'hui, à part une ou deux industries que je ne citerai pas, où eux, ils sont quand même un peu difficile pour eux de trouver une autre façon de faire technologique. On peut manger autrement, on peut se loger autrement, on peut se vêtir autrement, on peut se divertir autrement. Donc, les solutions, elles sont là. La difficulté maintenant pour les entreprises, c'est de donner envie, d'avoir envie à ces parties prenantes de changer leur regard. Et donc, quand on dit que les entreprises ne vont pas assez vite, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, c'est même dramatique de voir à quelle vitesse on va par rapport à la nécessité de changement des systèmes biophysiques. Mais une entreprise, évolue dans un écosystème. Et donc, si l'entreprise veut accélérer, il faut qu'elle entraîne avec elle ses clients. Parce que quand les clients deviennent prescripteurs, je peux vous dire que ça accélère notablement le processus de transformation. Mais aussi sa supply chain. Dans les grandes entreprises sous-traitent jusqu'à 70-80% de la valeur. Donc si vous ne collaborez pas avec vos partenaires sous-traitants et fournisseurs, ça ne pourra pas fonctionner. Donc moi, à mon niveau, ce que je fais pour accélérer, je vais voir les clients. Je leur dis, ce serait bien que vous puissiez aussi raisonner autrement dans vos demandes pour exprimer une nouvelle attente. Et si vous l'exprimez et que vous l'exprimez clairement, nous, si on ne s'adapte pas, on ne va pas pouvoir répondre à votre besoin. Donc la meilleure façon en fait, de faire cette transformation, c'est de travailler en fait, avec ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise, parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, en fait, on est souvent en mode réaction. Donc la première partie prenante à convaincre pour opérer un changement majeur, c'est de travailler avec ses clients. Et c'est ce que vous faites donc tous les jours au quotidien pour essayer de transformer les choses. Merci beaucoup. Je propose que l'on fasse une pause à mi-parcours et qu'on prenne des questions. S'il y en a, donc, on va regarder tout de suite vos questions. Alors, je reprends au début. On a une première question. Je redescends. Management et actionnaire. Une question d'Olivier qui nous dit quid de la transformation d'une entreprise sans l'accord et les encouragements des actionnaires? Question clé pour une transformation à grande échelle. Oui, je vais répondre à celle-là avec plusieurs éléments de réponse. La première, c'est voter avec ses pieds. C'est qu'il y a des batailles qu'il ne faut pas mener quand l'actionnariat n'est pas aligné et ne donne pas le début d'un signe qui serait aligné avec cette transformation-là. Il est urgent et pour les collaborateurs et pour les clients de voter avec ses pieds. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, d'un claquement de doigts, changer complètement la composition d'un actionnariat. En une semaine, ça se saurait. Voilà, c'est rare. Et que donc il y a toujours un effet de contre-pouvoir, c'est pour ça que j'ai parlé de stakeholder capitalism, à mettre en place, qu'il soit formalisé dans une gouvernance ou pas. Donc une fois que j'ai dit ça, c'est de dire que soit les actionnaires spontanément voient un intérêt à faire une transformation écologique d'une entreprise donnée, soit ils ne le voient pas, auquel cas ils ne pourraient être éventuellement sensibles qu'à une très forte menace sur l'avenir de l'entreprise. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais je dis qu'il y a des batailles qu'il ne faut pas mener par une approche positive, parce que parfois, ça mène à strictement rien. Voilà. Après, il y a eu une étude faite il y a quelques années déjà par l'Institut français des administrateurs et le cabinet Carbone 4 sur la connaissance et la prise en compte des enjeux climat dans les conseils d'administration. Et cette étude disait qu'effectivement, on touchait le fond au sens où c'était un non-sujet dans les conseils d'administration, à la fois par manque d'intérêt et aussi parce que les administrateurs considèrent le plus souvent qu'ils sont là pour ce qu'on appelle l'intérêt social de l'entreprise, qui ne veut pas dire l'intérêt sociétal,
sociétal, qui veut dire en réalité le fait de maintenir le profit de l'entreprise sur les quelques années qui viennent. Bon. Et donc il y a une injonction contradictoire aussi du côté des administrateurs, et ça n'est du coup pas une critique faite aux personnes en tant que personnes, c'est leur rôle lui-même est défini de sorte à ce qu'ils privilégient avant tout le profit plutôt que la durabilité. Et donc tant que l'entreprise ne choisit pas, et quand je dis l'entreprise, c'est et un actionnariat en place et la strate de direction générale, d'aller vers une forme de gouvernance qui permettrait d'avancer plus vite, eh ben, on fait des tout petits pas, voire parfois on recule. En temps de crise économique, on va nous dire les priorités, ça va rester de faire du chiffre d'affaires et le reste, on le met au frigo. C'est quand même un grand classique. Donc, il y a vraiment un lien structurel, là encore, entre les structures et les personnes. Ce qui peut être fait dans l'exemple d'Ulteria que je racontais, où ils ont fait évoluer leur gouvernance et leur actionnariat, n'est évidemment moins possible dans une très très grande entreprise qui a une longue histoire. Voilà. Il y a eu des tentatives bien connues, celle de Geneviève Ferron avec l'AG du futur, qu'on peut revoir sur Internet, qui est comment peut-on faire entrer ce genre de sujet dans les assemblées générales. C'est en réalité tout sauf évident. Voilà. Merci Hélène. Il y a beaucoup d'autres questions. Vous avez, Hélène, l'a traité, je pense, plusieurs questions. Fabrice, il y a une question pour vous. Si le problème numéro 1 est l'ignorance de la gravité de la situation, quelles sont les pistes possibles ? Les pistes, c'est qu'il existe aujourd'hui, heureusement, d'excellents outils pédagogiques, ludiques, pour prendre conscience de l'urgence climatique et aussi sa petite cousine ou sa petite sœur qui s'appelle l'érosion de la biodiversité, parce que les deux vont ensemble. Donc nous, on utilise chez Bouygues 3 grands outils. On utilise bien sûr la fresque du climat, qui est un excellent outil inventé par Cédric Regenbach il y a peu de temps, mais qui est vraiment en 42 cartes, qui permet de voir les relations de cause à effet et surtout qui démontre en fait notre très grande addiction aux énergies fossiles dans notre économie et les conséquences. Alors les conséquences positives, mais aussi les conséquences hélas négatives. Il y a un deuxième outil qu'on utilise, c'est un MOOC qu'on a fait au C3D avec un réseau de partenaires, avec du motion design pour que ce soit hyper ludique. Parce qu'encore une fois, si vous faites de la formation non ludique, vous perdez la moitié des gens. Donc il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit pas chiant, quoi. Voilà, qu'on apprenne en s'amusant, comme les enfants le font quand ils font leur apprentissage. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Donc on utilise beaucoup aussi ce levier-là. Et puis on a développé aussi un outil spécifique chez nous, qui est l'outil le plus puissant qu'on a développé jusqu'à présent, depuis maintenant quelques années, qui est un outil d'auto-évaluation qui s'appelle ABI, Auto-Évaluation et Benchmarking du groupe Bouygues, qui est un logiciel qui agrège, qui récupère les meilleures pratiques mondiales de management, de la transformation et de la transformation des modèles d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires contributifs. Parce que heureusement, sur la planète, il y a plein d'entreprises qui se bougent sur le sujet. Alors, elles sont minoritaires, mais ce sont quand même des phares qui nous éclairent la route devant nous. Et l'intérêt, c'est d'identifier qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur gouvernance, dans leur système de management, dans leur modèle d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on compare les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, les best in class avec ce qu'on fait nous, dans le but d'essayer de réduire cet écart. Donc on fait ça sous forme de séminaires, qui sont des séminaires préalables à des plans d'action en fait, de transformation des modèles. Et c'est ce qu'on fait. Donc ça sert de starter, ça sert de kick-off pour commencer à mettre en place, on le fait massivement aujourd'hui dans le groupe Bouygues, des nouveaux modèles d'affaires alternatifs par rapport à des modèles dominants. Et tout l'enjeu dans les années qui vont venir, ça va être de faire descendre, de faire baisser les modèles écocides et faire monter les modèles contributifs en espérant qu'on va aller assez vite par rapport au temps qui nous reste. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, je vous le dis pas, je répète, c'est pas l'identification des solutions, parce que les solutions, nous les avons, on peut construire autrement. Si je prends l'un des métiers historiques du groupe Bouygues, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le temps qui nous reste. L'urgence que vous décriviez tout à l'heure. Je pense qu'il y a 2 autres questions qu'on peut traiter encore, l'un et l'autre. La première, c'est l'entreprise contributive et le rendement du capital, point d'interrogation, sans transformation des règles du jeu. Je pense que c'est une question importante. Et une autre question aussi, c'est quelle est la différence entre l'entreprise contributive et l'entreprise altruiste, progressiste, perma-entreprise. Je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Donc allez-y, l'une et l'autre. Ou alors, la question si la question est est-ce que demain on va avoir les mêmes rendements que ce qu'on a connu dans les années 70, 80, 90 ? Non. La réponse est claire, non. De votre point de vue. On va devoir accepter des mots. Enfin, encore là, moi, je crois à une prospérité sans croissance de flux physique carboné. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Je pense qu'en aucun cas, la frugalité qui va s'imposer à nous
il doit être synonyme de récession, de retour au Moyen-Âge, aux Amish, quoique les Amish, on pourra en parler longtemps. Mais, encore une fois, personne ne veut renoncer à un minimum de confort matériel, surtout ceux qui ont accès aujourd'hui, parce que ça serait... Mais on doit pouvoir, et d'ailleurs les entreprises qu'on cite dans le bouquin Entreprises contributives, on peut garder le meilleur de la technologie, mais avec du technodiscernement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'en tout cas, de croire qu'on va pouvoir avoir les mêmes rendements financiers dans les années qui viennent avec une obligation de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 7% par an pendant 60 ans, c'est juste une vue de l'esprit. C'est pas ça qui va se passer. Donc, autant dire la vérité tout de suite. Ce qui est important pour une entreprise, c'est de durer. C'est de durer. Donc, de revenir à des profits raisonnables, parce qu'il faut faire des profits pour investir, etc. Mais on a été beaucoup trop loin dans l'industrialisation de la finance, avec la financiarisation à l'extrême de notre économie, avec des ordinateurs qui passent des ordres en bourse à notre place. Enfin, on marche un peu sur la tête avec des systèmes de spéculation qui sont tout simplement pas soutenables. Donc ça, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, on ait le courage, ce que disait tout à l'heure Hélène, le courage d'affronter cette réalité. Alors bien sûr, pour ça, il faut avoir des dirigeants qui sont aware, comme disait mon ami Jean-Claude Van Damme, aware sur ces sujets-là, et ça rejoint encore le sujet de la prise de conscience. Parce que, hélas, je suis toujours effaré de voir, que ce soit dans la classe politique ou dirigeants de grands groupes, et encore en France, je crois qu'on est plutôt bien lotis par rapport à beaucoup d'autres pays, de l'ignorance crasse sur les sujets des enjeux de long terme. C'est ça qui m'effraie le plus, le nombre de conneries qu'on peut dire sur ce thème. Il y a la fameuse loi de Brandolini qui dit qu'il suffit de 10 secondes pour sortir une connerie sur ces sujets, mais il faut longtemps pour expliquer pourquoi c'était une connerie. Et souvent, on ne laisse pas le temps en fait, aux sachants de s'exprimer. Quand on voit sur les réseaux sociaux, on est tout le temps à 280 caractères ou à 30 secondes dans les médias, alors qu'on doit expliquer des sujets ultra complexes. Donc ça demande un minimum de pédagogie, et il faudrait qu'on renouvelle en fait les personnalités qui s'expriment sur ces sujets. On ne voit jamais, ou pas suffisamment en tout cas, Hélène Le Ténault sur les plateaux de télévision, etc. Et c'est bien dommage. Ça va peut-être changer grâce à ce book club, on le souhaite. Hélène, une réponse rapide et ensuite on repart dans la deuxième partie. Sur les perspectives sur l'entreprise du futur, parce que c'était un petit peu dans la question, est-ce que l'entreprise du futur, c'est l'entreprise contributive, la perma-entreprise qui a été théorisée par Sylvain et Thomas Brozard de Norcis, est-ce que c'est l'économie d'Emmanuel Druon, est-ce que c'est l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy? Donc il y a énormément de références intellectuelles et d'exemples d'entreprises, de modèles beaucoup plus circulaires en tout cas. Est-ce que c'est ceux-là qui vont s'imposer spontanément maintenant, ou est-ce que c'est ceux-là qui seront résilients et robustes demain? Moi, je suis relativement réalistico-pessimiste sur la transformation du capitalisme coté extractif en pétrole vers un capitalisme de l'univers du philanthrocapitalisme extractif en data, c'est-à-dire un capitalisme numérique encore plus mortifère que le précédent, puisque l'empreinte écologique du numérique déjà en tant que telle est une aberration, et par ailleurs l'usage forcené de trop de numérique, c'est-à-dire pas le juste usage de la technologie, mais l'usage forcené de l'extraction de data, a des conséquences humaines sur l'humanité qui vont probablement être catastrophiques. Donc moi, je suis quand même consternée comme toi par le fait qu'il y a un manque de connaissance de ces enjeux et des futurs probables, j'ai pas dit souhaitables, mais probables, notamment un ouvrage de Mackenzie Funk, qui est un reporter américain, qui a écrit Windfall il y a quelques années déjà, sur les effets d'aubaine du changement climatique. Où est-ce que les grands investisseurs, fonds de pension, réassureurs, fonds indépendants mettent de l'argent pour les décennies qui viennent? Ces grands investisseurs ont bien compris que le changement climatique est à l'œuvre et que l'effondrement de la biodiversité aussi, et qu'il va y avoir énormément d'argent à se faire et de rentabilité sur les métiers de la remédiation ou les métiers de la catastrophe. Donc gestion des ouragans, compagnie de pompiers privés, désalinisation d'eau de mer, gestion des pandémies. Ça a été écrit il y a une dizaine d'années suite à un reportage extrêmement fouillé de Mackenzie Funk, ouvrage pas traduit en français d'ailleurs. Donc cette double réalité, c'est-à-dire la réalité qui est en train de s'écrire à pleine vitesse, qui est une réalité d'effondrement avec l'effet d'aubaine de l'effondrement pour certains, et puis une réalité qui est une reconstruction ou une évolution méthodique d'un tissu économique de subsistance pour se nourrir, se loger, se déplacer, les deux tendances sont à l'œuvre en même temps. Il y en a seulement une qui est beaucoup plus financée que l'autre. Et malheureusement, c'est la première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flux massifs de financement ne vont pas à une économie durable du bon sens.
elles vont à ce capitalisme numérique et technologique de destruction. Bon. J'ai une fois dit dans une conférence que l'écocide conduit au génocide. Alors j'ai vu des cheveux se dresser sur la tête, mais c'est réellement ce que je pense, c'est-à-dire qu'à force d'avoir ruiné la maison commune, on va vers un génocide massif pas assumé, dont on sera totalement incapable de désigner des coupables individuels d'ailleurs, si on voulait le faire. Donc c'est pas ça, et donc si ça n'est pas un génocide dont on peut déterminer des coupables, c'est un suicide collectif. Alors moi je suis pour le coup optimiste, j'aimerais bien que ce suicide collectif n'arrive pas sous cette forme. Et c'est pour ça que je continue à partager des exemples, des études de cas, c'est aussi ce qu'on fait dans l'université d'ailleurs. Les dirigeants qui participent à nos parcours et au parcours du cœur aux actes, on les emmène en voyage, en immersion sur le terrain pour aller partout en France, rencontrer des dirigeants d'entreprise qui s'y prennent différemment. Leur montrer que c'est possible et finalement c'est la seule chose qui marche en termes d'éducation, au-delà de l'humour et de la joie de le faire, c'est la parole de pair à pair. C'est-à-dire la parole experte ne sert pas à grand-chose. Par contre, la force de conviction d'un dirigeant qui parle à un autre dirigeant, si. Alors, c'est parfait, Hélène. Merci. Vous m'offrez une transition vers notre deuxième temps. On est à 15 minutes à peu près de la fin de ce book club. Sur le rôle des dirigeants, on en a un peu parlé, on va se concentrer un peu plus. Comment est-ce qu'ils peuvent développer cette entreprise contributive? Concrètement, je suis dirigeant, je vous écoute, vous dites des choses passionnantes, analysées, que vous vivez, sur lesquelles vous vous engagez, mais comment je fais moi dans mon entreprise quand je vous écoute? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Des solutions pratiques. Le mode d'emploi, est-ce qu'il y en a un? Alors, je recrute des femmes déjà. Oui, c'est bien, parce que je pense qu'on a besoin de féminiser le management exécutif des entreprises. Ce n'est pas suffisant, hein, mais ça peut favoriser certaines choses. Dans un état d'esprit, parce que l'état d'esprit est important, hein, de passer d'un mode de compétition extrême à un mode de plus de collaboration. On a vraiment besoin de ça, hein, aujourd'hui, de symbiotique, de symbiose. Ensuite, il faut de méthode. S'il n'y a pas de méthode, s'il y a simplement une volonté, ça ne suffit pas. Hein, une fois qu'on a compris, si vous ne voulez pas mourir d'anxiété, il faut pouvoir dérouler une méthode. Même si la méthode n'est pas parfaite, le fait d'avoir une méthode en tout, hein, vous voulez apprendre une langue étrangère, progresser en sport, si avec une méthode, ça va mieux, quoi, hein. Et donc la méthode, on le décrit dans le bouquin Entreprise contributive, mais c'est vrai qu'il y a des méthodes alternatives, et ça a été cité par Hélène, symbiotique, les permacirculaires, mais tout ça c'est la même chose en réalité. Après c'est de la sémantique, mais c'est juste de remettre le vivant en tant que donnée d'entrée du business. C'est ça en fait. Et puis le protéger et le considérer comme un actif essentiel, un actif primordial pour la durabilité. Ensuite, il faut faire un travail. Alors que la méthode, c'est de considérer que le business model linéaire n'a plus lieu d'être dans une entreprise qui prend en compte le vivant comme donnée d'entrée. Et donc la méthode, c'est de reconfigurer le modèle d'affaires. Alors c'est un petit peu long à expliquer, de dire mais quelles sont mes parties prenantes, comment travailler avec qui, comment je travaille avec mes fournisseurs, et surtout, qu'est-ce que je vends à mon client? C'est quoi la proposition de valeur? Je ne vends plus de produits, je lui vends un usage, mais comment je le facture? Comment je vais arriver à lui vendre le juste coût de l'usage pour que je puisse, moi, payer mes fournisseurs, payer mes machines, etc. Même si j'aurais besoin de moins de force de production parce que je vais produire moins. Mais si je veux gagner quand même encore un peu d'argent, ben c'est mon circuit de distribution, comment je vais me rémunérer pour quand même rentabiliser mon affaire. Et ça, donc, ces nouveaux modèles d'affaires, aujourd'hui, hélas, ne sont pas enseignés dans les écoles de commerce. Aucune grande école de commerce, française, américaine ou chinoise, n'enseigne ça. Et donc l'entrepreneur qui veut pouvoir le mettre en place, il faut qu'il s'auto-forme. Alors heureusement, aujourd'hui, il y a des MOOC qui permettent de faire ça, il y a des livres qui l'expliquent, mais ça demande un effort considérable d'apprentissage, d'accepter de ne pas savoir. Et pour un dirigeant, qu'est-ce que c'est difficile? Parce qu'il faut aussi qu'on essaye de sélectionner des managers egoless, sans ego. Hein, c'est le contraire de les critères de sélection, hein, où c'est celui qui fait le pipi le plus loin qui gagne le truc. Non, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans cette approche de l'entreprise contributive et d'empathie, de faire confiance aux gens. C'est le management par la confiance, c'est le contraire de la bureaucratie, c'est le contraire du contrôle de tout sur tout, c'est le contrôle de systèmes de reporting à n'en plus finir. Non, on va rentrer quand même dans une grande inconnue aujourd'hui, hein, si on veut accélérer cette transition, il faut définitivement faire confiance au génie humain dès lors qu'on lui donne un pourquoi et un pour qui. Ben, le pourquoi,
c'est la sauvegarde de l'humanité, hein. On peut en parler maintenant à l'échelle de la fin du siècle. Et pour qui? C'est le client qui paye. Parce que de toute façon, quand on dit entreprise, il y a forcément un client qui paye. Et si on veut qu'il paye et qu'il soit fidèle et qu'il reste, il faut pouvoir le combler. Et demain, on ne va plus le combler en lui vendant un produit, on va le combler en lui vendant un service. Fabrice parlait d'empathie par rapport à l'intelligence du cœur aussi. Oui, alors c'est effectivement le domaine de recherche-action de l'université Heart Leadership University qu'on a fondée l'année dernière. Jean-Noël Torel, donc fondateur de Naos et de cette université, a eu une intuition. L'intuition que pour adresser tous ces défis du XXIe siècle, donc les questions d'effondrement écologique, mais aussi, et peut-être surtout, l'essor de l'intelligence artificielle, l'accroissement des inégalités, il y avait besoin de rénover en profondeur l'executive education. Qu'effectivement, ce qu'on trouve dans les MBA, dans les executive MBA, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout en phase avec les enjeux, avec les besoins de la société pour demain. Et que pour reforger des nouveaux types de parcours, il fallait qu'on prenne le temps de monter des parcours de transformation pour dirigeants, des parcours longs. Donc on a fait un prototype qui est un parcours de 16 mois, avec 2 jours tous les 2 mois. On est d'accord, ce n'est pas du temps plein. C'est compatible avec un agenda dirigeant. Et il y a une première étape qui est oser aller à la rencontre de soi-même. Quand tu disais des dirigeants egoless, c'est des dirigeants qui ont fait le tour de leurs failles, le tour de leurs névroses, et qui sont du coup prêts à mettre leur énergie au service de quelque chose de positif. Et qu'il y a une addiction au pétrole qui est certaine à une échelle collective, mais il y a une addiction au pouvoir individuel qui est absolument monstrueuse, c'est-à-dire qu'on favorise dans les organisations humaines et notamment dans les entreprises, mais pas seulement, le fait d'avoir du pouvoir sur les gens, du pouvoir sur les choses, plutôt que du pouvoir de faire, ou dit autrement, de la puissance de faire. Et donc la culture de pouvoir n'est pas la bonne. Donc on s'attaque patiemment, méthodiquement, avec ce qu'on propose dans l'université, à faire comprendre déjà les processus habituels et les manifestations du pouvoir, à partager par exemple un ouvrage, Biologie du pouvoir de Jean-Didier Vincent, qui est quand même une bible sur la dominance et les effets de domination parfois toxiques, parfois maltraitantes et parfois néfastes dans les groupes, et pourquoi ça n'empêche pas qu'il est bon d'avoir des leaders, mais le cas échéant, comment des leaderships toxiques peuvent ruiner une entreprise et la société plus généralement. Donc si c'est pas ça, c'est quoi? C'est aller à la rencontre de soi-même, c'est aller à la rencontre de dirigeants animés par le cœur, et comme tu le disais tout à l'heure, il n'est pas interdit d'innover, bien au contraire. Être aussi un dirigeant créatif et s'entourer de profils créatifs pour adresser ces enjeux. Et oser écouter, finalement, la part sensible de chacun d'entre nous. Cette part sensible, en général, quand on arrive au bureau, on la range au placard. Et c'est bien dommage, on nous dit, ne manifestez pas les émotions, vous avez une intuition, le dites pas trop fort, il va falloir des tableaux de chiffres. Donc non, on pense réellement que ce qui fait la force de l'humanité, sa richesse, son originalité, c'est ses capacités d'humain sensible, y compris chez les dirigeants. Et c'est là qu'on a découvert que le défaut d'empathie est surreprésenté dans la population de dirigeants, statistiquement. C'est-à-dire que dans les grands dirigeants d'entreprise ou dans les grands dirigeants politiques, ils sont très souvent caractérisés par un déficit d'aptitude empathique. Il y a à la fois un biais éducatif, mais pas seulement, il y a un biais de sélection des dirigeants. Et pour ce qui est des capacités intuitives, c'est pas tellement mieux. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que l'intuition, elle est précieuse pour identifier des risques, pour trouver des bons partenaires potentiels pour faire différemment, pour innover en termes de produits et d'offres. Et les dirigeants ne sont pas habitués à entraîner leur intuition. Voilà. Donc dans les leviers pour nous les plus précieux en ce moment, c'est de faire en sorte que entre eux, en tant qu'un groupe de dirigeants et entre pairs, ils puissent prendre confiance en ces qualités qui sont déjà en eux, parce que ce sont des attitudes qu'on a tous à la naissance, heureusement, et surtout les développer, les mettre en œuvre dans leur vie d'entreprise. D'ailleurs, ce qui est marrant sur la partie des risques, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants stéréotypés qu'on connaît, ils ont une très grande capacité à appréhender les risques du court terme. Oui. Alors ça, on est dans la civilisation du zéro risque. Hein. Ouais. Et par contre, dès lors que les risques sont sur un horizon temporel au-delà du plan à 3 ans, alors là, il n'y a plus aucune perception. Non. Donc ça, c'est ce manque de vision également qui est très préjudiciable parce qu'on est dans l'injonction du court terme, les comptes semestriels, etc. Et ça a complètement changé le logiciel d'une direction générale qui doit être de la préservation du temps long, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que mon entreprise existe dans 10 ans ou dans 20 ans, alors que c'est un peu comme les politiques, ils sont dans l'actualité du quotidien, dans un fil divers qui chasse l'autre, et ils n'ont plus le temps de réfléchir, en fait, sur la façon dont l'entreprise devra se transformer pour prendre en compte les enjeux de long terme. Et parce que l'innovation de demain, ça ne sera pas de l'innovation pour faire un effet waouh
pour ses clients en leur proposant des archétypes techniques que le client ne perçoit souvent même plus maintenant. C'est l'innovation pour faire en sorte que l'entreprise dure le plus longtemps possible. Et donc, c'est cette resynchronisation qui va être la première source d'inspiration, d'innovation dans les années qui viennent. Et ça nécessite pour les dirigeants surtout de ne plus rien faire que d'écouter les signaux faibles. Et les signaux faibles, aujourd'hui, deviennent hélas des signaux forts. Et un dirigeant qui ne sait pas écouter ces signaux-là, qui est dans le management du quotidien, qui est dans le contrôle, qui est dans le stress de ses équipes pour faire les ventes qui étaient prévues pour le semestre, il est en train de passer complètement à côté de l'histoire. Et puis un jour ou l'autre, on va lui dire, écoute, certes, tu as maintenu les résultats financiers sur le court terme, mais tu as complètement hypothéquer l'avenir de l'entreprise, parce qu'on commence à se rendre compte aujourd'hui qu'il y a des business qui s'arrêtent, et j'ai des exemples, faute de matières premières, faute parce que les écosystèmes sont tellement dégradés que les matières premières qui étaient utilisées avant pour faire du business, il n'y en a plus. Et c'est que la fameuse citation qui dit quand il n'y aura plus de poissons dans les océans et quand on aura abattu le dernier arbre, on va s'apercevoir que l'argent n'était pas comestible. Il nous reste quelques minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite série de questions, tac au tac, parce qu'on est dans un book club, et ensuite de prendre quelques questions, parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous. Je suis navrée pour les personnes qui écoutent, on ne pourra peut-être pas toutes les prendre, mais vous aurez sans doute des échanges ultérieurs. Alors, au cœur des livres, on y va. Un livre pour qu'un dirigeant découvre l'intelligence du cœur. The Good Ancestor, le bon ancêtre de Roman Krasnick, par rapport à ce que tu disais, la capacité à penser le temps long. The Good Ancestor. Alors, l'entreprise contributive, bon, c'est un peu facile. Je le remonte parce qu'il faut être cohérent. Parce que ça leur fera pas de mal. Hein. Et puis sinon, Le bonheur était pour demain de Philippe Biwix. Merci. Votre rêve de bonheur, en un mot. En un mot Amour. Des oiseaux et un ruisseau. Il n'y en a plus. Ce que vous détestez le plus. L'hypocrisie. L'injustice. La réforme que vous estimez le plus. J'avais pas compris la question, mais du coup... La réforme. Moi, je pense que ce serait bien de donner un prix, un vrai prix au carbone. C'est un peu d'actualité quand même. Moi, j'aimerais bien le prix du franc-parler. Ah. Le don de la nature que vous voudriez avoir. J'avais mis quoi j'avais mis que j'aimerais bien savoir réchauffer les cœurs comme les beaux ajoncs dorés en Bretagne sous le soleil l'hiver. Ça donne envie. On a envie d'avoir envie, Fabrice. Ouais, la résilience. Hein. Les fautes qui vous inspirent le plus indulgence. Le débutant. Oui, pareil. Le gars qui a vraiment envie de faire, mais qui se plante parce qu'il est plein de bonne volonté. Donc ça, il faut vraiment être très, très indulgent. Et votre devise, c'est Proust, c'est le questionnaire de Proust. Votre devise, est-ce que vous en avez une? L'essentiel, c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. La procession est longue, ménage ton cierge. Ah, c'est de qui? C'est un proverbe. Merci beaucoup. On prend encore, allez, 2 questions, réponses rapides. Il y en a beaucoup. Je vais essayer d'en choisir certaines. Large question de Corinne. En quoi l'entreprise contributive est un modèle transformatif et régénératif? Je vous en cite quelques-unes, comme ça après vous piquez. Ne faut-il pas taxer différemment les profits en fonction de l'impact environnemental des entreprises pour faire bouger les dirigeants, Olivier? Et on a l'entreprise compatible avec le donut ne doit-elle pas forcément devenir plus horizontale, sociocratie, allocratie, pour pouvoir gérer mieux les empathies et les pouvoirs? La réponse est dans la question. Hein. Ouais. La dernière, en tout cas, c'est celle de Sarah. Merci, Sarah. Oui, CF, le point sur le partage du pouvoir. Donc, l'université, en ce moment, mène à un projet de recherche-action qui s'appelle le pouvoir du cœur, avec le cabinet Profil. Donc, je vous invite à être vigilant sur les différents livrables intermédiaires qu'on sortira, sur en quoi les modalités d'exercice du pouvoir permettent l'expression de l'intelligence du cœur. Question 1 sur les taxations. Ouais, de toute façon, on aura besoin de régulation. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de taxer le carbone ou taxer soit les politiques ont 2 leviers. Ils ont le levier de l'interdiction. Voilà. Je pense qu'on aura aussi besoin de ce levier-là pour certaines choses, sur la production de certains produits qui ne devraient plus être produits aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a un autre levier qui est la fiscalité, tout simplement, qui est aussi un moyen de flécher pour faire émerger des nouveaux comportements. Parce que l'entreprise ne pourra pas tout faire, il ne faut pas se leurrer. Hein. On peut faire beaucoup de choses avec nos clients en faisant de la pédagogie, on l'a dit, mais si le politique, et le politique national, continental et même mondial,
ne suit pas derrière, c'est une vue de l'esprit de croire qu'on pourra faire changer en masse pour aller vers un nouveau modèle de société. Donc tout ça, c'est un couple cohérent. Hein. Donc l'État doit assumer sa responsabilité en prenant des décisions courageuses, ce qu'il ne fait vraiment pas aujourd'hui, et les entreprises doivent assumer leurs responsabilités en changeant leur modèle d'affaires. Bon, on peut espérer que les deux mondes finissent par se rencontrer, mais ils doivent travailler ensemble. Donc on a besoin, bien sûr, de donner un prix à l'inacceptable, et l'inacceptable aujourd'hui, c'est clairement le carbone. Et donc si on veut vraiment rendre plus accessibles, en fait, des modèles d'affaires qui sont souhaitables, mais qui s'appuient sur des ressources qui sont globalement plus chères parce que produites par la nature, et donc il faut leur laisser le temps, etc., eh bien, il faut rendre la pollution très chère. Et donc le principe du pollueur-payeur dont on parle depuis des années, il va falloir vraiment en faire un principe de réalité de gouvernement. Et je pense que d'ailleurs tous ceux qui disent, parce que j'entends souvent, mais oui, mais si on est les premiers à faire ça, on va se tirer une balle dans le pied parce que les autres, c'est-à-dire tous les autres pays vont nous manger l'herbe sur le dos parce qu'on ne va plus être compétitif, etc. Mais je dis qu'au contraire, parce que cette déplétion des flux physiques et cette économie sous contrainte dans laquelle on est en train de rentrer, plus vite, parce que de toute façon, tôt ou tard, il y aura une resynchronisation du vivant, pour la simple et bonne raison, c'est que quand il n'y aura plus de pétrole, de gaz et de charbon, eh bien, de toute façon, on va devoir passer à un autre modèle d'économie. La vraie question aujourd'hui, c'est d'arriver à se sevrer de ces énergies avant que le climat dise stop. Et donc, de toute manière, plus vite on aura basculé vers un modèle économique qui sera donc plus responsable sur cette question-là, plus vite on pourra exporter ce modèle et ce savoir-faire de la résilience, de la sobriété, de la fluidité, de la prospérité sans carbone, qui ne veut pas dire du tout retour au Moyen-Âge, au sens de vraiment d'avoir un confort matériel zéro. Non, le but c'est d'avoir un confort matériel partagé, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a une très grande inégalité dans la répartition du confort matériel sur cette planète, et que 10% de la population mondiale émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas un problème de surpopulation, c'est un problème aussi de répartition de ces richesses matérielles. Donc oui à la richesse matérielle, à condition de faire preuve de techno-discernement. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Hélène Le Thénault, Fabrice Bonifay pour votre présence. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Désolée de ne pas avoir pu prendre toutes vos questions, mais les échanges se poursuivront, je n'ai pas de doute là-dessus. On aura d'autres book clubs qui nous attendent. Donc le book club du 16 mars, 13h30 toujours, sur un sujet essentiel. Vous en avez parlé, quel impact du digital sur l'humanité. Et le book club d'avril, le 21 avril à 13h30, les jeunes peuvent-ils être un moteur d'un nouveau leadership pour un futur souhaitable, avec les auteurs de Basculons, qui est publié chez Actes Sud, très attendu en avril 2022. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La Hard Leadership University vous donne rendez-vous pour les prochains book clubs et est en train d'ailleurs de recruter aussi pour son parcours du cœur aux actes. C'est le moment, si cela vous intéresse, de poser vos questions et de contacter la HLU. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt pour un prochain book club. Merci. Merci.